Vous écoutez Procrastination, épisode 14, gentil et méchant. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Ça fait un peu suite direct et ça spécialise, disons, détaille l'épisode précédent sur les personnages. Les gentils et les méchants, il paraît que pour une bonne histoire, il faut un bon gentil et un bon méchant. On dit qu'un bon James Bond, c'est parce qu'il y a un bon méchant. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de gentil et méchant ? Est-ce que c'est quelque chose d'utile, d'opérant, etc. pour vous ou pas ? On dit souvent que il y a pas mal d'articles d'écriture qui disent que il faut un gentil à qui on s'identifie et il faut un méchant très méchant. Je crois qu'il y a deux notions en fait. C'est dans la notion de personnage, il y a deux choses. En particulier dans le roman. Il y a l'actant, c'est-à-dire celui qui va agir, qui va avoir une fonction narrative. Donc un méchant, ça va être un antagoniste. Ça va être quelque chose qui va avoir une action dans l'histoire et une action en général opposée à celle ça va être un obstacle dans la progression dramatique, par exemple. Et en même temps, c'est une personne. Dans le personnage, il y a la notion de personne, c'est-à-dire qu'il va avoir sa psychologie, etc., qui est indépendante de sa fonction d'actant. Et c'est là qu'on peut jouer, c'est là que ça se joue, et c'est là qui est le nœud de la problématique des méchants et des gentils, je pense. Donc avoir des méchants et des gentils dans une histoire, je pense que c'est privilégier la fonction narrative. Oui, en fait. Tout à fait. Donc le conte. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où on est clairement entre guillemets dans un conte, dans une fiction à tendance conte, il n'y a pas de problème a priori. Ça c'est la première. Je pense c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un récit, il y a une économie du récit. Les méchants et les gentils, c'est très avantageux en coût énergétique, j'allais dire. Oui, en budget narratif. En budget narratif, c'est avantageux parce que on se passe d'explications pour leurs actes et leurs pensées. Un méchant, il va agir parce qu'il est méchant, il va agir comme ça parce qu'il est méchant. Un gentil va agir comme ça parce qu'il est gentil. Ça, c'est économique pour faire avancer l'histoire. Un peu comme un réflexe. Un réflexe, c'est une économie de pensée. Penser par réflexe. Le problème, c'est un peu comme justement dans les réflexes, c'est qu'on essentialise. Et donc, voilà, si on commence à dire, ce personnage-là, il agit comme ça parce qu'il est méchant, on va l'essentialiser. Et ben, ça ouvre des tas de problèmes, en fait, liés au fait d'essentialiser une personne. Voilà. Moi, je voulais rebondir. Alors déjà, je préfère nettement le terme d'antagoniste parce qu'il n'y a rien à faire gentil-méchant, ça fait cours de récré. Je sais que on n'a pas vraiment de terme beaucoup plus, oui, villain, ça marche moi, ça me rappelle pourquoi je bloque sur cette notion. Et à titre personnel, d'une part, je ne suis pas sûre d'avoir déjà écrit des méchants entre guillemets. Je trouve aussi très intéressant les récits où on arrive à faire l'économie de ça et où l'enjeu est ailleurs, voire où la menace vient du personnage, du héros lui-même. Là, je digresse un peu. Cela étant dit, récemment, j'ai vu une série où un personnage d'antagoniste m'a beaucoup fait réfléchir sur ça. C'est une série sur Netflix qui s'appelle The OA, qui est paru, qui est vraiment diffusée tout récemment. Et il y a un personnage d'antagoniste qui est extraordinaire dedans. Où, sans spoiler le récit, c'est quelqu'un qui rappelle une fonction qui me paraît essentielle, qui est que chaque personne dans la vraie vie, et chaque personnage donc, est le héros de sa propre histoire. C'est que, justement, le bien, le mal, tout ça, c'est quand même assez schématique. Que quelqu'un qui va faire quelque chose qui sera considéré par mal comme quelqu'un d'autre, en réalité, lui est persuadé qu'il fait ce qu'il faut. Et donc ce personnage dans cette série, sans dévoiler ce qui s'y passe, est quelqu'un qui croit à une cause, et pour cette cause, il va faire quelque chose qui est moralement plus que douteux, qui est même atroce. Et on voit ce personnage qui est quand même tiraillé, il a tout à fait conscience que ce qu'il fait franchit une ligne, mais il est persuadé que cette cause est tellement importante qu'il n'a pas le choix. Et on le voit constamment être tiraillé et être à deux doigts de se rendre compte de ce qu'il fait et se raccrocher à cette idée que non, je peux pas me poser ces questions-là, ce que je fais est trop important. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, d'abord, de dire finalement, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a que des antagonistes ou des protagonistes, je pense que c'est
mettre de côté la norme morale. Or, dans une histoire, une norme, c'est une sorte d'espace commun. C'est presque une sorte de définition une norme morale définit un espace commun, qui est un espace abstrait intellectuel, mais c'est un espace commun dans lequel se évoluent les personnages, justement. Si chaque personnage, on finit par établir que finalement ils ont leur propre norme, mais qu'il ne devient plus une norme finalement, puisque ça ne vaut que pour eux, il n'y a plus cet espace commun. Or la tension dramatique, elle vient aussi de la confrontation à un espace commun, de la singularité à un espace commun. Donc si on se dit ah oui mais ce personnage-là il a sa propre morale finalement, ses propres enjeux, ses propres intérêts, et de ne faire plus des personnages que les porteurs de ses propres intérêts, on va éliminer un truc intéressant qui est le décalage par rapport à sa propre norme. Et donc, par exemple, un personnage n'est jamais aussi intéressant que justement, comme tu disais, un méchant tenté par le bien et vice-versa, un gentil tenté par le mal, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il a conscience qu'il n'est pas tout seul. Et donc il va agir par rapport à une norme morale. Donc il faut peut-être pas évacuer le terme de gentil méchant sous prétexte que ça a l'air d'être manichéen comme ça, parce qu'en fait une norme morale c'est aussi une même si je la défends pas, je suis pas un moraliste, je définis ça plutôt comme un espace de tension en fait. Et donc, il peut faire progresser l'histoire. Cela dit, dans l'exemple que je citais, en fait, ce personnage est troublant parce qu'on peut tout à fait comprendre comment il fait ce qu'il fait. Par contre, il y a pas, enfin, c'est vraiment l'antagoniste clairement identifié et ce qu'il fait est vraiment considéré comme mal. Mais ce qu'il fait est mal. Ce n'est pas le personnage est méchant. Pour moi, il y a une nuance entre les deux. Moi, je suis d'accord et pas d'accord avec vous, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec la notion, pour moi, de protagoniste et d'antagoniste. On suit le protagoniste qui a la volonté active dans l'histoire. Pour reprendre ce que je disais dans l'épisode précédent, pour moi, le cœur du personnage est dans ce qu'il veut et d'où il vient. Et l'antagoniste s'y oppose. Après, la morale qu'ils ont leur est personnelle. J'ai même noté, moi aussi, tout le monde est le héros de sa propre histoire. Mais l'écriture et la narration amènent le lecteur à être actif et donc et on retrouve ton espace de norme. Mais pour moi, la norme et le rapport à la morale et donc avec le fait d'être gentil méchant va se faire dans presque dans un rapport méta, c'est-à-dire entre ce que les personnages vont faire et ce que ça va susciter comme interrogation chez le lecteur ou chez le spectateur. Il y a pour moi, c'est l'exemple que tu parlais de DOA que j'ai pas vu, DOA que j'ai pas vu. Il y a une période pour moi très intéressante dans Battlestar Galactica 2004 quand bon alors c'est vieux, alors je spoil un brin, mais c'est vieux donc je devrais pas trop poser de problème, j'espère. À l'époque où ils sont posés sur New Caprica, où les Cylons ont plus ou moins pris l'ascendant, les protagonistes, les gentils, c'est-à-dire les humains qu'on suit depuis le début, se mettent à faire des attentats suicides. Pour essayer de mettre les Cylons dehors. Et c'est à l'époque où, c'est à l'époque de plus ou moins, si je me trompe pas, c'est à l'époque de la guerre en Afghanistan, où il y avait la même chose. Et le fait que, alors ça c'est quelque chose, si vous regardez BSG aujourd'hui, il y a plus ce lien avec l'actualité qui était quand même très fort à l'époque. Et le fait que les gentils le fassent, pour moi, il y a pas de discours moral derrière. En tout cas, je l'ai pas perçu comme ça de la part des scénaristes quand ils le font en disant regardez c'est bien parce que c'est les gentils, c'est pas du tout ça, c'est les personnages sont poussés par une certaine situation à faire ça et ça pousse le spectateur américain à se dire regardez qu'en pensez-vous. Et pour moi l'espace avec la norme morale il se trouve là et sur le rapport aux questions presque plus que ça pose. Et c'est pour ça que je suis un peu entre les deux. Mais ça en couvre tout le spectre. Oui. Mais en tout cas, oui, les conflits, quelque part, deviennent finalement beaucoup plus intéressants pour moi quand ils se complexifient de cette manière-là. Dark Vador, il est beaucoup plus intéressant quand on apprend que c'est le père de Luke, quelque part. Au début, alors oui, il est cool, il est noir, il a un sabre laser rouge, il tue Obi-Wan Kenobi, waouh! Mais bon, au bout d'un moment, ça devient un mal désincarné. Il devient finalement beaucoup plus attachant, en un sens, quand on a cette histoire, justement, de chute qu'on découvre dans l'Empire contre-attaque et dans
Et dans le Retour du Jedi, bon, j'espère pas avoir spoilé. Hein, là. C'est plus facile en fait quand on est dans un espace imaginaire comme la fantasy, la science-fiction, parce qu'on est plus proche du conte. Donc on peut tout à fait avoir, j'allais dire, donner à son histoire une sorte de portée psychanalytique. À ce moment-là, les méchants, ce sont des instances psychiques. C'est le ça. Le gentil, c'est le surmoi. Sauron est un très bon exemple de force immanente. Voilà, exactement. Mais ça, pour moi, on est dans des cas extrêmes, dans ces espaces fictionnels vraiment très métaphoriques. Pour le coup. C'est moins évident quand on est dans un récit réaliste où on prétend à un certain réalisme, tout simplement, des rapports humains et de la vision du monde. Je pense que derrière, alors ça nous entraîne un peu loin, mais je pense qu'il y a derrière un mécanisme narratif qui est presque automatique, en fait. C'est que quand on suit un protagoniste, même si c'est le dernier des salopards, le fait qu'on le suive et comme chacun est héros de sa propre histoire et que l'on a ses justifications vis-à-vis de ce qu'il fait, je pense que tu parlais de normes morales, Laurent, tout à l'heure, et on sait bien que le médium, c'est le message. On peut orienter la perception du lecteur rien qu'en se mettant aux côtés d'un protagoniste. Et quelque part, je pense que, pour revenir sur donc la notion finalement de bien et de mal, de très manichéenne, mais morale derrière de l'écriture, je pense que mine de rien, l'auteur a une responsabilité morale concernant le point de vue qu'il va choisir d'accompagner et à la manière dont il va le faire. Parce que oui, tout le monde est héros de sa propre histoire, donc à la rigueur, on peut justifier tout et n'importe quoi. Et si on prend un personnage qui est complexe ou même carrément discutable, ça peut être rigolo, ça peut être fun, notamment quand on est dans un contexte de fantasy ou d'imaginaire, où il y a un écart vis-à-vis du monde réel, donc on a quelque part moins de responsabilité historique, mais on a quand même une responsabilité morale de ce qu'on va présenter comme étant justifiable. Je dis pas qu'il faut se censurer, mais que ça peut être intéressant, et à mon avis, c'est une responsabilité qu'on a de garder en esprit en se disant, je choisis de présenter ça, est-ce que j'en suis bien conscient? Mais il y a une jouissance il y a une jouissance de suivre les méchants. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Hein. L'histoire est réussie quand le méchant est bon, et il n'est jamais aussi bon que quand il dit des choses vraies aussi. Le méchant, dans beaucoup de thrillers, c'est celui qui va se permettre de dire des choses que le politiquement correct ne permet pas de dire. Ça va être donc on va trouver le méchant attachant et intéressant. Le méchant dans Die Hard, il a cette fonction-là qui est vraiment cathartique. C'est libératoire de l'entendre dire certaines choses. Donc voilà, il y a cette dimension-là chez le méchant que le gentil ne peut pas. Voilà. Et il y a tout un aspect. Alors c'est peut-être plus dans le fantastique qui est vraiment le domaine qui m'intéresse, où on va avoir des personnages qui vont basculer de l'un à l'autre. Et un exemple qui me revient tout le temps en pensant à ça, c'est Shining, où d'abord l'antagoniste au départ n'est même pas un personnage, c'est l'hôtel. Et finalement l'antagoniste devient ce père de famille qui se retourne contre sa famille, mais qui est un personnage vraiment extrêmement émouvant et jusqu'au bout, jusque dans ça. Et je trouve que on peut créer quelque chose d'extrêmement inquiétant et justement une tension très forte en faisant basculer un personnage de l'un à l'autre, ce qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en même temps. Je pense que au-delà de la notion de gentil, méchant, protagoniste, antagoniste, finalement, il me semble que l'outil le plus utile qui, quelque part, je pense, une des premières qualités de l'auteur, c'est l'empathie, en fait. C'est l'empathie avec les personnages, l'empathie aussi avec ce qu'il va donner au lecteur. Alors, le lecteur n'existe pas, hein, mais au public qu'il espère toucher. Et comment il va jouer cette empathie avec l'humanité de ses personnages, ou leur inhumanité, le cas échéant, et sans tomber dans le moralisme, la responsabilité qu'il a vis-à-vis du discours qu'il va porter aussi, quelque part. Parce que aucun discours n'est neutre. Oui, ça on est d'accord. Eh bien, pour terminer là-dessus, une petite citation. Allez, je m'y colle. Donc c'est Amélie Nothomb dans Barbe Bleue qui nous dit « Récemment, un best-seller mondial a prétendu qu'il y avait des vampires gentils et innocents. Les gens ne sont jamais aussi contents désormais que quand on leur affirme que le mal n'existe pas. Mais non, les méchants ne sont pas des vrais méchants, le bien les séduit, eux aussi. Quelle espèce de crétins abâtardis sommes-nous devenus pour gober et aimer ces théories à la noix ?
C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.